tâche est attribuée à Sarah Troche, à savoir finir avec dynamisme notre journée. À titre personnel, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir parce que ça fait des années qu'on sait qu'on devrait faire des choses ensemble. Donc voilà, enfin l'occasion. Voilà, tu es maître de conférences en esthétique et philosophie de l'art à l'Université de Lille. Et tu travailles dans ce laboratoire très actif qui est STL, Savoir Texte Langage, à Lille. Je te connais surtout pour tes travaux sur le XXe siècle et le hasard. Et tu nous fais l'honneur de développer un thème pour notre colloque, qui est celui de la tabula rasa, de l'innocence, du primitivisme. Voilà, merci beaucoup. Merci Audrey pour ton invitation. Alors, mon intervention a pour titre « L'œil innocent, un mythe fondateur de la modernité ». Donc je propose dans le cadre de cette étude générale des discours et des stratégies lexicales qui disent la modernité, de se pencher sur un thème fondateur qui est celui de l'œil innocent. Que désigne ce lieu commun de la modernité? Sous la plume des artistes, mais aussi des critiques, notamment ceux qui ont accompagné l'impressionnisme, l'innocence de l'œil désigne une manière particulière de regarder le monde. L'artiste moderne serait capable de poser sur le monde un regard neuf, un regard vierge, un regard qui ne serait ni émoussé par l'habitude, ni structuré par le savoir qui schématise et organise nos perceptions les plus quotidiennes. Alors, je donnerai pour exemple premier un extrait d'un texte de Jules Laforgue, le poète Jules Laforgue, qui était aussi critique, qui a pour titre « L'impressionnisme », dont je propose de lire les premières lignes. L'impressionniste est un peintre moderniste qui, doué d'une sensibilité hors du commun, oubliant les tableaux amassés par des siècles dans les musées, oubliant l'éducation optique de l'école, dessins et perspectives, coloris, à force de vivre et de voir franchement et primitivement dans les spectacles lumineux en plein air, c'est-à-dire hors de l'atelier éclairé à 45 degrés, que ce soit la rue, la campagne, les intérieurs, est parvenu à se refaire un œil naturel, à voir naturellement et à peindre naïvement comme il voit. Texte très intéressant puisqu'il articule la question de l'innocence de l'œil à celle d'un oubli qui est actif, un oubli qu'il faut penser comme un effort, comme une tentative, comme une forme de déconditionnement progressif qui se fait en plein air à la lumière. C'est à force de contempler la lumière en extérieur que l'artiste parviendrait à se refaire un œil naturel. L'œil innocent est présenté un peu plus loin dans ce texte comme un œil raffiné, comme le produit d'un travail, ce qui nous place à l'encontre d'une lecture un peu simpliste qui assimilerait l'innocence à une forme de régression. Alors, les références à cette innocence perceptive sont nombreuses dans les propos des artistes comme chez les critiques d'art. Je dis propos et non écrits car il faut regrouper dans cette catégorie des modalités de discours très hétérogènes, propos rapportés, anecdotes ou réflexions théoriquement un peu plus poussées. Je donnerai ici quelques occurrences, mais la liste est évidemment ouverte. L'expression « œil innocent » apparaît chez John Ruskin dans une note de bas de page des éléments du dessin, je commenterai en détail tout à l'heure. D'innocence, il est question aussi chez Monet, dont on rapporte le souhait, je cite, de naître aveugle et de recouvrer soudainement la vue pour se remettre à peindre sans savoir ce qu'étaient les objets qu'il voyait devant lui. Chez Courbet, on trouve cette innocence dans l'anecdote célèbre des fagots, qui est une histoire d'atelier qui circule sous différentes versions et que je résumerai à mon tour sous une version approximative ainsi. Donc Courbet peignit en plein air un tas de fagots qui se trouvaient en fait trop éloignés pour qu'il puisse l'identifier comme tel du premier coup d'œil. Donc il se contenta d'en représenter l'apparence visuelle sous forme de taches, sans savoir exactement ce qu'il peignait. Innocence aussi dans le texte biographique que Zola consacre à Manet. Zola nous dit que Manet commence à affirmer son style à partir du moment où il oublie tout ce qu'on lui a appris et il essaye, je cite, de voir naïvement la nature telle qu'elle est. Mais aussi, plus tard, innocence dans les écrits de Matisse, propos rapportés qui date de 1953. Matisse nous dit « L'artiste qui doit voir toutes choses comme s'il les voyait pour la première fois, il faut voir toute sa vie comme lorsqu'on était enfant. » Alors, je souhaiterais poser deux remarques introductives pour à la fois délimiter le sujet et puis élaborer un peu le questionnement que je voudrais mener sur ce thème. Première remarque. L'œil innocent, dans sa formulation,
semble assez proche de la thématique de la table rase, autre topos majeur de la modernité. Il en est proche par l'idée d'une forme d'oubli actif pris en charge par l'artiste moderne. Mais la perspective n'est en fait pas tout à fait la même. Si la thématique de la table rase fait signe vers la tradition, l'œil innocent réfléchit à la perception. La table rase relève de la mise en cause des modèles et des normes de figuration académique, mise en cause des chefs-d'œuvre qui sont proposés à l'admiration collective et nous figent dans la vénération du passé. Celui de l'œil innocent nous place du côté de la suspension ou de la mise à distance du savoir qui informe la perception du réel. Or, ce savoir ne concerne pas seulement l'apprentissage académique des modèles du passé, mais beaucoup plus largement la mise en forme de la perception même, les habitudes perceptives qui conditionnent le regard. Il s'agit de mettre à distance, donc, non seulement toutes les conventions apprises, mais aussi, plus profondément, tout ce que l'artiste peut savoir de l'objet qui se trouve devant lui, oublier sa fonction, oublier sa signification, pour rendre compte le plus fidèlement possible de la manière dont la lumière, dont les formes et les couleurs viennent impressionner la rétine. C'est pourquoi donc, la référence à l'innocence, enfin à l'œil innocent, va s'incarner à travers deux figures récurrentes, l'enfant d'une part et l'aveugle qui recouvre la vue d'autre part. Deux figures récurrentes qui sont parfois associées, ce sera le cas chez John Ruskin, mais qui peut-être ne disent pas exactement la même chose, là encore. On pourrait dire que la référence à l'enfance, quand on compare l'œil innocent à celui de l'enfant, on insiste plus sur l'intensité de la perception, sur l'acuité perceptive d'un regard qui ne s'est pas émoussé. C'est le cas chez Baudelaire, notamment, lorsqu'il dit le génie n'est que l'enfance retrouvée à volonté, une phrase souvent citée, très célèbre et à tort décontextualisée. Il insiste là-dessus, sur cette espèce d'ivresse du regard qui est capable de s'émerveiller de tout. Donc on est plutôt du côté de l'intensité du regard quand on compare l'innocence à l'enfance. On est plutôt, en revanche, du côté vraiment de la question de l'information du regard et des habitudes perceptives qui le conditionnent lorsqu'on se réfère à cette figure de l'aveugle qui recouvre la vue. Or, il faut savoir évidemment que cette figure de l'aveugle traverse les débats philosophiques empiristes à l'époque classique. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais c'est une hypothèse que l'on trouve aussi bien chez Locke que chez Berkeley ou chez Diderot. Alors, ces deux références fonctionnent souvent de pair pour élaborer conceptuellement cette thématique de l'innocence. Deuxième remarque, l'articulation de l'innocence à une problématique générale de la perception, qui fait sa spécificité par rapport à la table rase notamment, cette articulation qui porte sur le rapport entre le voir et le savoir, et ce qui donne à la fois sa force, son intérêt, mais aussi peut-être sa fragilité à cette affirmation d'une innocence du regard. Fragilité donc dans ses présupposés théoriques, qui paraissent pour le moins questionnables. C'est certainement chez Gombrich que l'on trouve la discussion théorique la plus poussée sur la validité scientifique de l'innocence recherchée par les artistes. Au chapitre 9 de L'art et l'illusion, chapitre intitulé « Analyse de la vision artistique », Gombrich reprend pour les soumettre à examen chaque élément de ce qu'il appelle le mythe de l'innocence. Mythe qui trouve ses racines dans l'impressionnisme et dans les théories qui l'accompagnent, notamment et surtout les écrits de John Ruskin. La thématique de l'innocent ne serait qu'une manière d'asseoir la croyance tenace en la possibilité de voir la nature telle qu'elle est. Cette prétention artistique est sous-tendue, nous dit Gombrich, par une théorie vaine, l'hypothèse d'une sensibilité première non informée par le savoir, un état, je le cite, un état d'innocente passivité, antérieure à toute activité interprétatrice et pure illusion. Comme le montre Gombrich de manière très convaincante, en s'appuyant notamment sur les travaux issus du champ de la psychologie de la perception, toute perception est immédiatement interprétée, indissociable du savoir qui la met en forme. Nous évaluons la taille des objets à une certaine distance, nous recevons immédiatement les données visuelles en rapport les unes avec les autres, situées les unes par rapport aux autres. Notre perception est donc structurée par notre savoir et nos expectatives. Par exemple, la silhouette que j'aperçois au loin ne m'apparaît pas objectivement de la taille d'une fourmi, mais bien immédiatement comme un corps situé au loin. De fait, il est assez difficile de prendre l'innocence au sérieux. Difficile d'y voir autre chose qu'une aspiration un peu vaine, une intention, un souhait que les artistes eux-mêmes tenaient pour irréalisable.
Nelson Goodman, d'ailleurs, reprendra quelques années plus tard cette critique dans Langage de l'art, où il se réfère explicitement à Gombrich pour soutenir l'idée, je cite, qu'il n'existe pas d'œil innocent. Les mythes de l'œil innocent et du donné absolu sont de fiefs complices, dit-il. Sur ce point, Goodman estime que les arguments ont déjà été suffisamment exposés par ses prédécesseurs et qu'il n'est pas utile de revenir là-dessus. L'affaire semble donc le classer. L'œil innocent est un mythe, c'est-à-dire en fait un récit fictif, largement répandu, qui vise à asseoir une conception elle-même naïve de la création artistique comme simple transcription d'une impression visuelle. Alors, quelle importance du coup donner à ce mythe? Si l'innocence perceptive ne correspond à aucune réalité physiologique possible, est-ce simplement une sorte de lieu commun un peu creux du discours des artistes, une posture d'artiste assez vaine? Je crois que la lecture de Gombrich, même si elle avance des arguments tout à fait valides, d'une certaine manière, fausse la perspective sur cette question, telle qu'elle s'élabore dans les propos des artistes. Elle la fausse parce qu'elle la force, en présupposant qu'il y a chez les artistes une véritable théorie de la perception. Il me semble qu'il faut, au contraire, être attentif à la modalité particulière qui se donne dans les propos des artistes et qui présente en fait cette innocence, non pas comme une théorie à part entière, non pas comme un donné scientifique, mais comme une forme d'aspiration qui peut en tant que telle avoir une certaine efficace. Aussi, la question qui permet d'approcher cette innocence de l'œil n'est pas « est-ce que l'innocence perceptive est possible ? Un regard vierge existe-t-il ?» mais plutôt, je propose celle-ci, quel savoir l'artiste cherche-t-il réellement à suspendre lorsqu'il vise une forme d'innocence? Et quels moyens en fait se donne-t-il, quels moyens pratiques se donne-t-il pour travailler son regard à partir de cette aspiration première? Dans cette perspective, l'innocence, loin d'être une donnée originaire à laquelle il faudrait remonter, est une forme de raffinement, de tentative, d'effort. Je propose donc de voir autrement le mythe, non pas comme une théorie fausse, mais comme une aspiration efficace. Alors pour cela, je propose dans la deuxième partie de mon exposé de revenir à la lecture de John Ruskin, qui est, comme je l'ai dit, la référence principale en fait, de Gombrich dans cette critique qu'il adresse à la théorie artistique de l'innocence de l'œil. Revenir au texte même pour voir comment la manière dont, comment cette pensée se formule au sein de ce traité pédagogique. Alors, quelques mots d'abord sur John Ruskin. Je rappelle que John Ruskin est un des historiens d'art et des critiques anglais les plus influents de l'époque victorienne. Ruskin est venu à la critique d'art en prenant la défense du peintre Turner, son contemporain, accusé d'être infidèle à la nature. La défense de Turner est à l'origine du premier volume de l'œuvre majeure de Ruskin, Les peintres modernes, œuvre éditée en 4 volumes de 1843 à 1860. Le fameux passage sur l'œil innocent est quant à lui tiré d'un ouvrage pédagogique. Un ouvrage pédagogique qui a pour titre Les éléments du dessin, ouvrage qui a eu un succès et des échos considérables du vivant de Ruskin, puisqu'on compte pas moins de 17 éditions de cet ouvrage, mais qui a aussi une réception importante dans le milieu impressionniste. Monet aurait dit, là encore c'est un propos rapporté, Monet aurait dit que 90% de la théorie de la peinture impressionniste se trouve dans les éléments du dessin de Ruskin. Ce succès, ce traité pédagogique, voit certainement à son caractère atypique. Les éléments du dessin n'est pas simplement un traité d'apprentissage technique du dessin, même s'il s'accompagne d'exercices gradués par ordre de difficulté. L'enjeu est autre, apprendre à dessiner et à voir, ou plutôt apprendre à voir en dessinant, l'exercice du regard étant intrinsèquement lié à l'apprentissage de la main. Je cite la préface. « Je crois que la vue est une chose plus importante que le dessin. Et je préférerais enseigner le dessin grâce auquel mes élèves apprendraient à aimer la nature, plutôt que d'enseigner le regard sur la nature qui leur apprendrait à dessiner. » Donc autrement dit, il ne dit pas simplement « apprenez à voir le plus précisément possible et ensuite vous saurez dessiner », mais apprenez le dessin de manière à voir la nature autrement, cette qualité d'attention étant elle-même au principe d'un art véritable. Le passage sur l'innocence de l'œil apparaît dans une note que Ruskin réserve aux lecteurs curieux et dont il déconseille la lecture à ceux qui seraient pressés de lire la suite de l'ouvrage ou qui lui feraient tout simplement confiance. Or, c'est précisément ce léger détour, cette note retardant le déroulement bien scandé des exercices, qui va constituer la pensée la plus célèbre de Ruskin, mais aussi certainement celle qui suscitera le plus de contresens ou de déformation.
Alors, je propose de la lire. Cette note qui est rattachée donc au premier exercice. La perception de la forme solide relève exclusivement de l'expérience. Nous ne voyons pas autre chose que des couleurs plates. Et c'est seulement par une série d'expériences que nous pouvons découvrir qu'une tache de couleur, noire ou grise, définit le côté sombre d'une surface solide, ou qu'une teinte pâlissante indique l'éloignement de l'objet sur lequel elle apparaît. Toute la force de la technique picturale dépend de la possibilité pour nous de retrouver ce que nous pourrions appeler l'innocence de l'œil, c'est-à-dire une sorte de perception enfantine de ces taches plates et colorées, vues simplement en tant que telles, sans que nous prenions conscience de leur signification, comme pourrait les voir un aveugle qui, tout à coup, recouvrerait la vue. Un peu plus loin dans cette même note, Ruskin ajoute « Nous nous imaginons toujours voir ce qu'en fait nous ne faisons que connaître, et c'est à peine si nous prenons conscience de l'apparence réelle de ces signes que nous avons appris à interpréter. Peu nombreux sont ceux qui se rendent compte que l'herbe éclairée par le soleil est d'une couleur jaune. Or, l'artiste accompli s'est toujours rapproché autant que possible de cette condition de la vue enfantine. Il voit les couleurs de la nature exactement telles qu'elles sont, et perçoit ainsi immédiatement dans l'herbe éclairée la relation précise entre les deux couleurs qui forment l'ombre et la lumière. Pour lui, ce n'est pas de l'ombre et de la lumière, mais un gris bleuté strié d'or. » Alors, si l'on s'arrête donc à ces deux citations, on voit que l'ensemble de ce passage se structure autour d'une opposition clairement marquée. D'un côté, donc, l'innocence de l'œil et la perception infantine, redoublée par la figure de l'aveugle de naissance qui recouvrerait soudainement la vue. Vision innocente, car non médiatisée par le savoir et la signification acquise des formes colorées. Voir innocemment, c'est ne rien voir de plus qu'une simple juxtaposition de formes et de couleurs plates. Le mot plate a son importance. De l'autre, une vision informée par le savoir, vision que l'on pourrait dire donc adulte, où l'acte de perception est indissociable d'un acte d'interprétation. Dans cette perception informée, toute tache de couleur devient signe ou indice du relief et donc de la distance des objets. Ainsi, pour reprendre les exemples de la première citation, une tache de couleur noire ou grise sur une surface solide est immédiatement interprétée comme une ombre résultant de l'orientation de la source lumineuse, et donc comme l'indice d'un relief. L'affaiblissement de l'intensité de la couleur est également comprise comme le signe de l'éloignement de l'objet dans l'espace. Je sais que les couleurs pâles d'un bâtiment, que j'aperçois au loin, vont changer à mesure que je m'approche et qu'elles iront s'intensifier. Entre les deux pôles, il y a donc la force de la technique picturale, dont l'efficacité réside dans la possibilité de s'approcher de cette innocence de l'œil, devenue inaccessible en raison de l'expérience. Les artistes accomplis, nous dit Ruskin, se sont rapprochés autant que possible de ces conditions de la vue enfantine. Accomplissement, donc, qui est donc le signe d'un processus de déconditionnement de la perception, toujours en cours, jamais totalement achevé, autant que possible. Donc, il n'y a pas ici d'artiste voyant, qui aurait une espèce de don inné, mais plutôt un artiste qui s'exerce toujours à voir. Alors certes, ce passage, lorsqu'on le considère indépendamment du reste de l'ouvrage, c'est-à-dire des exercices, résonne immédiatement avec certaines références et débats essentiels de l'histoire de la philosophie. L'expérience de l'aveugle qui tout à coup recouvrerait la vue est une allusion directe au débat empiriste, je l'ai dit tout à l'heure, sur les modes d'acquisition de nos connaissances sensibles, mais aussi plus précisément au problème que le savant irlandais William Molineux, soumis à son correspondant John Locke, qui repose donc sur l'hypothèse d'un aveugle de naissance qui recouvrerait la vue et qui pose la question suivante. Cet aveugle de naissance, capable de distinguer au toucher un cube et un globe, sera-t-il capable, sans y porter la main, de les distinguer à la simple vue? Question donc qui pose le problème de l'intégration des sens, des données visuelles et des données tactiles. Si la résonance philosophique de ce passage est évidente, si le rapprochement avec Locke est certainement éclairant, c'est d'ailleurs que John Ruskin était un lecteur de John Locke, comme beaucoup d'Anglais de cette époque, peut-on pour autant parler d'une théorie de l'œil innocent propre à Ruskin, comme le fait Gombrich notamment? On n'est pas le seul. Alors, donc, je dirais qu'il n'y a pas de théorie, et je dirais même paradoxalement qu'on affaiblit la pensée de Ruskin en l'érigeant en théorie. Et ce pour deux raisons. D'abord parce que la teneur théorique de la pensée de Ruskin ne peut apparaître que bien pauvre au regard des arguments et échanges qui structurent la pensée philosophique de la perception. Mais surtout parce qu'ainsi autonomisée, cette pensée se trouve coupée des exercices et mises en pratique qui lui donnent sens et qui permettent de voir l'innocence
non comme une régression originaire, mais comme un processus toujours reconduit. Car la question qui traverse l'ouvrage de Ruskin n'est pas de s'interroger sur la nature de la perception enfantine, ni de se demander ce que verrait un aveugle qui recouvrerait la vue, mais plutôt quels sont les moyens par lesquels on peut modifier notre regard de façon à délier le lien entre voir et savoir. Ainsi, l'art du dessin est autant une technique qu'une exploration consciente de la perception, un moyen d'aiguiser celle-ci par le biais d'exercices. Alors ces exercices sont nombreux, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de chacun d'eux, mais je propose d'en mentionner deux principaux. Deuxième, donc, dans la première lettre, exercice 2, Ruskin propose d'observer les couleurs du ciel à travers les carreaux d'une vitre, comme une grille de couleurs permettant de suspendre le contexte pour mieux être attentif aux subtilités des gradations infimes par lesquelles les couleurs se fondent les unes dans les autres. Et donc, il opère ainsi une forme de décontextualisation. On peut dire qu'à la structuration inconsciente et signifiante qui structure le regard en accentuant les contrastes et en séparant nettement des zones de couleurs homogènes, Ruskin va substituer un effet de cadrage conscient et arbitraire qui permet de décontextualiser la couleur dans son application pour observer les moindres nuances. Ruskin conseille aussi de considérer, je cite, n'importe quel espace étroit dans le ciel du soir, de ce que tu peux voir d'ordinaire entre les branches d'un arbre ou entre deux cheminées, de manière encore une fois donc, à saisir ces infimes gradations de couleurs, indépendamment du contexte qui est celui d'un coucher de soleil que l'on voit en projetant immédiatement certaines valeurs, certaines significations. Dans l'exercice numéro 8, Ruskin conseille de faire un trou minuscule de la taille de la moitié d'un petit pois, exactement, nous dit-il, et d'observer une pierre, d'observer le relief de la pierre à travers ce trou, en déplaçant le papier le long du relief. Et il conseille ensuite de chercher à reproduire sur un papier, à côté du trou, les nuances exactes de chaque couleur, et de découvrir ainsi qu'aucun relief n'est réellement noir, mais qu'il est fait d'une pluralité de gris particuliers. Observer les gradations de la lumière et partir des gradations pour exprimer les reliefs et non l'inverse, c'est bien ce chemin que proposent les exercices de Ruskin et qui donne son sens à l'œil innocent. Chemin donc en fait inverse d'une perception ordinaire qui comprend la couleur en fonction du relief et réduit l'ombre à un trait sombre. Le problème, nous dit Ruskin, chez les apprentis dessinateurs, c'est qu'on a très souvent tendance à accentuer les contrastes et les reliefs, à surmoduler, comme il dit, le dessin, à accentuer les contrastes et donc à mettre la couleur au service de l'expression d'une forme en relief qui est pensée au lieu d'être vue. L'ombre est une couleur chaque fois singulière et aucune règle générale ne peut rendre compte de l'intensité du nombre. Je le cite, c'est le point 50 de l'exercice 8. En général, l'ombre d'un objet est plus sombre que sa partie la plus sombre. Mais 1000 accidents peuvent interférer et l'empêcher d'être ainsi. Dans l'obscurité du sol, il y a la lumière des petites poussières. Dans l'obscurité du feuillage, l'étincellement des feuilles. Dans celle de la chair, la transparence. Dans celle de la pierre, la granulation. Dans chaque cas, il y a mélange de lumière. Voilà, donc, je m'arrêterai là sur l'étude de Ruskin. Mais simplement, donc, en conclusion, je dirais que cette question, cette thématique très large de l'œil innocent peut prêter en fait souvent à deux formes de confusion. La première serait donc, je l'ai dit, de faire de l'innocence une forme de théorie scientifique et donc postuler l'existence d'un regard, de la possibilité réelle d'un regard vierge de tout savoir. Et la deuxième confusion, ce serait en fait de rabattre cette question de l'innocence sur l'innéité, le caractère exceptionnel de la sensibilité de l'artiste génial qui, de naissance, ne verrait pas le monde de la même manière que les autres hommes. Dans les deux cas, qu'on en fasse une véritable, un postulat théorique à part entière ou qu'on le place du côté du génie, en fait, on naturalise cette question de l'innocence. Or, il me semble que ce n'est ni une théorie, ni une réalité philosophique, mais c'est d'abord un effort, l'effort d'une perception qui doit sans cesse se retravailler. Et de ce point de vue, il me semble que cette thématique de l'innocence
qui est très forte, enfin, surtout à la fin du 19e, participe à ce projet général de la modernité qui intègre une forme de réflexivité sur les conditions mêmes de la perception. C'est-à-dire, il y a disons qu'en fait, c'est la conscience aiguë de tout ce qui habite le regard du peintre, aussi bien les modèles académiques, l'enseignement, que ces questions de perception et de structuration de la perception. C'est la conscience de tout ce qui habite le regard qui fait émerger ce problème de l'innocence. Et c'est cette conscience aiguë, je crois, qui vraiment traverse toute la modernité, qui participe de cette modernité